Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD, toujours sur le management désincarné par Marie-Anne Dujarier. Et nous sommes à la partie du coup qui s'appelle une tâche impossible, ce que nous apprend l'activité des concepteurs et des ingénieurs. Encadrer l'activité à distance est une pratique qui a été peu examinée sociologiquement. En revanche, les ergonomes et les gestionnaires, soucieux d'améliorer continuellement la performance, ont étudié le travail des ingénieurs de conception, notamment dans des bureaux d'études ou des départements de la sécurité ou de la qualité. Leurs travaux portent essentiellement sur des questions liées à l'innovation, à la gestion de projet, dans une visée modélisatrice et prescriptive visant à améliorer la performance de la conception. Ils dressent 3 constats principaux sur la conception de produits ou de processus qui débouchent sur des préconisations. Ils montrent tout d'abord que l'utilisation des objets et des machines est aussi un moment de conception, de créativité et d'invention. Rabardel et Pastré en 2005. Les bureaux d'études n'ont donc pas le monopole de la conception. Celle-ci relève plutôt d'un processus collectif, partagé, distribué, itératif. Cette activité de conception devrait alors idéalement être une conversation avec la situation, Shawn en 83, qui ferait évoluer de manière continue les finalités en fonction de l'évolution des ressources financières, techniques, naturelles, sociales, temporelles. Elle ferait en sorte que la construction du problème ne soit pas séparée de celle des buts, Simon en 91. Elle devrait prendre acte de ce que la construction de la solution ne peut pas être séparée de celle du problème, Dars et Falzon en 2002. Concevoir un produit, un process technique, c'est faire avec ses règles, des contraintes, des plannings, mais c'est aussi intégrer l'aléa, les variations, les imprévus qui surgissent. La conception a donc besoin d'un environnement cognitif commun, Bressol et Hall en 2002. Sans cette construction collective de la réalité, dans le cours de la conception, celle-ci rencontre de grandes difficultés. C'était cool, mais je dois vous laisser. Faut que j'appelle des fournisseurs et que je fume un de mes collègues. D'accord. Des bisous. Eh ben des bisous. Merci d'avoir été là ce matin. Passe une très très bonne journée. Et puis bah à tantôt. À tantôt. Mais passe une très 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 bonne journée. Une belle journée. Aussi belle que possible. Ces chercheurs s'entendent ensuite pour montrer l'importance des liens entre les différentes activités de conception. Il faut, insiste-t-il, penser leur articulation, arbitrer sur les destinataires prioritaires et anticiper les effets de décision. Troisièmement, ces études convergent pour montrer la faible performance des méthodes d'organisation linéaire descendante de la conception, qui séparent les finalités des moyens, Béguin en 2004, et divise le tout en sous-projets. Cette approche rationnelle considère la créativité des utilisateurs comme des perturbateurs. Pour dépasser l'échec de cette manière d'encadrer le travail, les concepteurs font appel à la participation des utilisateurs sous diverses formes. Gilbert de Tersac conclut, à propos de la conception technique, que la rationalisation prend une autre voie qui se caractérise par un rapprochement de la conception et de la production, la création d'un acteur collectif qui n'est pas limité aux agents et des méthodes. Un contexte d'action qui n'est pas défini d'en haut, a priori, mais qui se construit dans le processus d'action. Enfin, une cognition collective qui se traduit par un transfert dans les représentations. De Tersac, 2002, page 9-10. Il s'avère que, à l'inverse de ces préconisations, le fossé entre planeur et opérationnel ne se réduit pas. Dans les grandes organisations, leur séparation physique, organisationnelle, temporelle, causale ne fait que s'accroître sous l'effet de la mondialisation, de la sous-traitance, de l'hyperspécialisation. La prescription ne régresse pas non plus, elle est au contraire pléthorique, idéale, contradictoire, quand bien même elle serait accompagnée paradoxalement d'une injonction à l'autonomie. Il s'agit d'une prescription forte. Or, celle-ci n'est pas aisément compatible avec des relations distendues, épisodiques ou avec l'absence d'épreuves de vérité répétées. Hatchwell en 2002, page 111. Les planaires de leur bureau ne peuvent partager l'expérience de centaines, parfois de milliers d'opérationnels. Ceux-ci sont trop loin, trop divers, bien trop nombreux. Leurs mondes sont donc disjoints. Béguin en 2004. Aussi, ils ne peuvent avoir le même référentiel opératif commun. Chabot et de Tersac en 90. Ils ne peuvent donc compter sur une représentation sociale de la réalité qui soit celle qui prévaudra effectivement au moment d'agir. Les planeurs doivent donc prévoir, planifier, outiller, contrôler l'activité des salariés et des consommateurs sans la connaître, sans la sentir
et à partir d'une représentation imaginaire de la réalité. Ils savent qu'elle est faite d'imprévus, d'aléas, d'interdétermination de créativité, mais ils ne peuvent les intégrer dans leur plan. Finalement, ces analyses de la conception convergent pour dire que la tâche des planeurs est apparemment impossible. En outre, elle semble indésirable. Un sale boulot. Les planeurs occupent une place précise dans les rapports de production. Ils doivent optimiser les résultats quantitatifs en agissant sur l'activité concrète des salariés et des consommateurs, dans le sens d'une productivité toujours plus grande, d'une extension du marché. Comme tous les cadres, ils doivent traduire en solutions techniques les intentions économiques et financières des patrons ou des dirigeants d'entreprise, Benguigui et Hall en 77. Or, ce rôle est généralement vécu comme ingrat par les planeurs eux-mêmes. Moi, je porte un casque lourd. Le DRH, il doit tenir les rênes. Il doit rappeler aux opérationnels qu'on ne crée pas de poste, même si je sais qu'il y en a besoin objectivement pour arriver à faire le boulot. Nous dit ainsi une RRH de la collectivité locale. Les recherches sur les cadres en général pointent toute la difficulté d'avoir à tenir le rôle de représentant de la direction aux yeux des autres travailleurs. Jacal, en 88. Les planeurs l'expérimentent sous des formes diverses en fonction de leurs tâches. Ainsi, le cadre du multinational de transport raconte « J'étais responsable de l'audit de projet. C'est du contrôle de gestion. C'est un boulot difficile. J'ai eu à étrangler des projets menés par des équipes. » Il ajoute « J'avais du mal à tuer. J'étais l'ennemi numéro 1. » De la même manière, un responsable des méthodes explique « On contraint les opérationnels d'aller vite, avec moins de moyens. On structure de plus en plus, on verrouille de plus en plus, on norme de plus en plus. » On entend souvent dire « On ne respire plus. » En résumé, c'est la qualité de leur travail qui en pâtit. Une avocate dans un cabinet de droit social rend compte de son dilemme moral. Moi, je pense qu'il faut prendre soin des gens au travail. Mais bon. Le problème, c'est que ce n'est pas la priorité. Ça ne se voit pas dans le bilan à court terme. On n'est pas là pour ça. Un consultant partage cette tension. Les centres de services partagés, ce sont des pools qui sont dans une relation fournisseur-client au sein de l'entreprise. Ils peuvent être externalisés. Alors, on licencie, on délocalise. Socialement, c'est particulier comme démarche. On obtient une très bonne productivité, parce qu'on spécialise les gens. Ils sont hyper spécialisés. Ils font un travail répétitif et efficace. Mais bon, le problème, c'est que c'est pas vraiment marrant de travailler comme ça, c'est sûr. J'aime pas trop ça. Socialement, c'est pas fun. Ça appauvrit le travail. C'est pas que je sois sentimental, mais bon. Je n'aimerais pas me spécialiser là-dessus, même si c'est porteur. Un responsable informatique en banque constate aussi des dispositifs qu'il diffuse qui ont des conséquences problématiques sur le travail d'autrui. Nous n'allons pas vers un allègement de la complexité du travail. Celui qui traite ça, c'est le guignol derrière son guichet. Le volume de tâches augmente, qui n'est pas totalement gommé par les nouvelles technologies, contrairement à ce que l'on tente de faire croire. Les planeurs disent également reconnaître les effets sociaux de la comparaison par les chiffres. On pensait que la comparaison créerait de l'émulation, mais en fait, ça crée de la compétition, observe un contrôleur de gestion. À certains égards, les planeurs sont donc mandatés pour faire, comme dit Richard Sennett en 2008, à propos des consultants en particulier, le sale boulot managérial, celui qui transforme le travail concret dans un sens qui satisfait les critères du travail abstrait, au profit d'un tiers. Or, à part lorsqu'ils possèdent des stock options, ils ne sont pas les bénéficiaires directs des dispositifs qu'ils promeuvent, y compris dans le service public. Contrairement à un dirigeant propriétaire d'une petite entreprise, ils n'ont pas d'enjeu direct à accroître la valeur du capital, ou son rendement, puisqu'ils n'en bénéficient pas eux-mêmes. Il leur arrive même de travailler à mettre en place des dispositifs qui sont défavorables à leur propre emploi et à leur activité. Cette place n'est donc pas confortable socialement. De leur propre aveu, elle est même plutôt indésirable. Valérie Boussard, en 2008, page 130, pose clairement la question. Comment les effets des décisions de gestion, dégradation des conditions de travail, d'emploi, diminution de l'autonomie des opérateurs, standardisation, appauvrissement des tâches, suppression d'emplois, délocalisation, pourrait-il être considéré comme désirable ? Vous savez ce que j'en pense, le capitalisme, c'est de la merde. Voilà. On peut résumer à ça, mais voilà. Des pratiquants non croyants, des justifications contradictoires. Là, c'est le moment où on va kiffer sa mère. Là, on va arriver donc dans cette situation et dans ces éléments qui vont nous dire, regardez, nous on fait ça pour ça, mais on pense que c'est de la merde.
Parce que c'est un truc qui est très récurrent hein, dans les métiers justement de management à distance, là, de ces planeurs. C'est quelque chose qui est très 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 récurrent d'avoir des gens qui vont vous dire mais je fais ça parce que c'est nécessaire, il le faut, patati, c'est logique, il faut le faire comme ça, et ainsi de suite. Et en même temps, ils vont te dire, bah ça marche pas, c'est pas efficace, c'est chiant, c'est pas adapté, en vrai, je pense que c'est pas si pertinent que ça. Et on trouvera toujours des justifications pour rationaliser ça, parce que du coup, vous avez une dissonance collective. Et généralement, ça va passer sur des stéréotypes de type, oui, non, mais c'est les travailleurs qui mettent pas d'efforts, oui, non, mais c'est parce que l'entreprise, là, elle a d'autres problèmes, oui, non, mais c'est le marché qui veut pas, plein de choses, c'est toujours rigolo. Une première hypothèse serait que les planeurs acceptent cette tâche par conviction. Puisqu'ils fabriquent les cadres du capitalisme néolibéral, nous pourrions penser qu'ils le font par idéologie. Mais ce n'est pas ce qu'ils expriment. Financiers, RH, qualiticiens, contrôleurs de gestion, consultants comme marketeurs ne revendiquent généralement pas de réaliser ce mandat au nom de la défense d'un système économique. Lorsqu'ils font part de leurs valeurs de citoyens, les planeurs adoptent des points de vue idéologiques qui pourraient même sembler contradictoires avec leurs tâches quotidiennes. Un ingénieur en charge de l'informatisation d'une grande administration accuse l'État de vouloir réduire le nombre de fonctionnaires. Eric, ce spécialiste de l'implantation de bornes électroniques dans les gares, me dit sur le pas de la porte qu'il trouve scandaleux que les consommateurs soient de plus en plus mis au travail, et cite des anecdotes personnelles où, à la poste, il doit faire le boulot des professionnels. Ce DRH, qui se présente comme un humaniste de gauche, s'indigne des effets humains de la mondialisation et parallèlement participe à un projet de re-engineering qui prévoit de délocaliser une partie de l'entreprise en Malaisie. Ce financier nous dit en souriant « Je me suis acheté un appartement avec mon dernier LBO », mais affirme, un quart d'heure plus tard, qu'il est scandalisé par les pratiques abusives dans le secteur de la finance et les crises mondiales qu'elles génèrent. Un responsable du développement des produits dans une industrie polluante se dit écologiste en tant que citoyen. C'est là où on tombe sur des éléments qui sont un petit peu... c'est pas clivant, mais... En fait, il y a un truc qui est souvent reproché, quand vous allez notamment dire que vous êtes globalement de gauche, et qui est facile à reprocher, c'est oui mais toi tu fais bien ça dans la société, toi tu travailles bien dans telle entreprise dans la société, oui non mais toi tu fais bien ceci, cela. Et ça c'est aussi oublier et mettre de côté le fait que le capitalisme malheureusement c'est pas un truc qu'on peut choisir ou pas en fait. À l'heure actuelle, toi tout seul derrière ton PC, tu peux pas dire bah moi le capitaliste j'envoie chier, bisous je vais vivre d'eau pure et d'eau fraîche. Enfin, d'air pur et d'eau fraîche, ça va pas marcher, ça va pas marcher. Il faudra forcément que d'une manière ou d'une autre tu te sers du capitalisme pour essayer d'atteindre autre chose. Et c'est comme ça qu'on va notamment après tomber sur des utopies concrètes, sur des groupes sociaux qui vont aller faire un village éco-responsable et ainsi de suite. Mais à un moment donné, les produits qu'ils vont utiliser va quand même s'inscrire de près ou de loin dans le cadre capitaliste, même s'il est extrêmement déconnecté autant que possible. Mais vous allez toujours vous retrouver dans une situation où vous allez devoir participer, ne serait-ce parce que vous êtes né dans ce système-là, et que tant qu'on ne bouge pas en tant que société sur ces questions-là, il se passera rien, ça ne changera pas, Enfin, là on vient d'avoir la COP26, la COP26 c'est une, je peux même pas dire une déception parce qu'on s'attendait à rien. On s'attendait à rien et on est quand même déçu. C'est rigolo n'est-ce pas mais on est tombé sur des accords mais ridicules, sur des promesses ridicules qui n'acceptent même pas et qui ne prennent même pas en compte tous les rapports de plus en plus alarmants de l'écologie. Alors qu'on sait que c'est le monde capitaliste qui les entraîne, qu'on sait que là il faut prendre des mesures maintenant, tout de suite, là, maintenant, vraiment, parce que c'était la dernière ligne de la dernière ligne, et toujours pas. Et les conséquences, là, on va les payer de plus en plus, et celles qu'on va payer, je vous le rappelle toujours de temps en temps, mais ce qu'on est en train de payer là, c'est pas ce qu'on est en train de polluer maintenant. C'est ce qu'on a pollué il y a 20 ans, qui est en train de nous taper maintenant. Donc ça va être de pire en pire, et ça va continuer à faire tellement mal droit dans nos têtes. Et à un moment donné, tu vois bien que le monde capitaliste, il bougera pas. Il bougera pas tout seul, et il faut se mobiliser en tant que société pour le faire bouger. Et là, typiquement, tu as des gens qui ont éthiquement, de leur vision personnelle, des principes plutôt de gauche, plutôt écologistes, ceci, cela. Alors qu'en fait, concrètement, ce qu'ils font toute la journée, c'est des trucs qui sont complètement en dissonance, qui sont complètement opposés. Mais ils ne peuvent que très difficilement, on va dire, sortir de ce système-là.
on peut essayer d'en sortir de ce système-là dans nos sociétés, mais c'est extrêmement compliqué, c'est jamais complet, et on reste toujours assujetti à plein de choses. Par exemple, moi, je veux vous sensibiliser, vous faire réfléchir sur les questions, par exemple, d'écologie, de capitalisme, de société. Je suis plutôt très clairement marqué à gauche, hein, politiquement parlant. Je suis quand même quelqu'un qui est très engagé politiquement. Pour autant, j'utilise un média qui est donc le stream sur Twitch. Twitch, c'est quoi? C'est Amazon, c'est les grandes entreprises qui délocalisent, qui détruisent les emplois, qui détruisent les gens, qui font plein de trucs pas très très fous. Le patron est en train de s'envoyer en l'air avec des fusées, il pollue comme jamais on a pollué. Il te sort des trucs absolument immondes sur le fait qu'il s'attend à ce que, par exemple, la Terre, là c'est un truc qui est sorti il y a pas longtemps, il s'attend à ce que la Terre devienne un lieu touristique pour les hyper riches qui pourront se payer des billets pour venir sur Terre à des prix indécents, pendant que la grande majorité des gens seront mis en contrat de travail et ils seront des forces ouvrières dans des stations spatiales, notamment dans des ceintures d'astéroïdes et compagnie, pour apporter de quoi s'acheter leur air, leur eau et compagnie pour rester en vie. Voilà, ça c'est ce qu'il attend, ça c'est ce qu'il veut. Tu fais waouh, t'es quand même un bon gros connard, t'es quand même un bon niveau de saloperie, quoi, humainement parlant, t'es une belle merde immonde, quoi. Et toi, en tant que petit streamer de gauche, en fait, tu participes à financer son entreprise, à financer ses idées, parce que ce que je gagne, par exemple, quand vous me faites des dons, 50% partent directement dans Twitch. Twitch qui du coup appartient à Amazon, donc ses revenus vont directement à Jeff Bezos, quoi. Donc, pour le coup, on pourrait dire, ouais, mais tu vois, t'essaies de sensibiliser tout ça, mais quand même, t'es sur Amazon, t'es sur Twitch, c'est un peu honteux, ça marche pas ensemble, et ainsi de suite. Mais c'est parce qu'on est dans une société où le capitalisme est tellement imbriqué dans tous les niveaux, partout, que tu peux très difficilement pouvoir en sortir. Et c'est pour ça qu'on tombe sur notamment des retours qui sont un peu en opposition, qui sont un peu contradictoires. Par exemple, de la personne qui te dit je me suis acheté un appartement avec mon dernier LBO, alors que du coup ça veut dire qu'il a foutu les gens dehors, quoi. Il a fait des pratiques plutôt abusives d'un point de vue financier, mais c'est comme ça que fonctionne son milieu et c'est comme ça qu'il s'y adapte. Après, bien sûr, il y a des métiers qui, je pense, sont plus ou moins dommageables. Je pense que typiquement, là, le coût du financier qui te dit qu'il est scandalisé par les pratiques abusives du secteur de la finance et qu'un quart d'heure avant, il t'a dit qu'il s'est acheté un nouvel appart avec son dernier LBO. Ouais, là, par contre, gros, tu te fous un peu de la gueule du monde. Vouloir dire qu'on veut sortir du monde capitaliste, c'est bien. Dire qu'on est scandalisé par les pratiques de la finance, c'est bien. Hein. Mais si derrière, tu t'achètes des appartes à chaque fois que t'as littéralement foutu à la rue je ne sais combien de personnes, que t'as détruit des entreprises, ouais, c'est un peu discutable quand même. Hein. Là, il y a quand même une dichotomie qui est assez claire. Autant moi, par exemple, si on prend le cas d'un streamer, c'est assez compréhensible qu'on puisse pas passer par 36 000 plateformes pour streamer et que, en l'occurrence, c'est déjà compliqué même sur une plateforme aussi massive que Twitch. Twitch qui est encore une fois une plateforme qui en fait est de niche. Hein. On a beau avoir l'impression que Twitch est énorme, en vrai, le public de Twitch est encore une minorité, est encore minuscule quand vous comparez à la télé, aux journaux ou quoi. Bon, c'est minuscule ce qu'on touche sur Twitch, et pourtant c'est déjà une des plateformes les plus grosses de ce milieu-là. Donc aller sur d'autres plateformes, ça serait juste se tuer en termes de possibilités, notamment financières, de pouvoir s'assurer de vivre, parce qu'on est dans un monde où il faut s'acheter ce qu'on mange, il faut s'acheter ce qu'on boit, et qu'on peut pas faire autrement. Pareil pour le toit au-dessus de notre tête, il faut le payer, quoi. Donc on peut pas sortir du monde capitaliste comme ça, surtout pour les individus random qui traînent dans la rue, on va dire. Pour les gens comme vous et moi, on n'a pas cette possibilité-là d'en sortir, de pouvoir faire autrement. C'est pas possible. Sur des métiers, effectivement, notamment de gros financiers qui se fait des petits apparts avec des LBO, là par contre c'est un peu plus discutable, par contre, je pense. On a un paradoxe un peu plus, une contradiction un peu plus possible. Mais bon. Pareil, le responsable du développement des produits dans une industrie polluante qui se dit écologiste, c'est rigolo, c'est toujours rigolo. Après, on peut essayer de se dire que peut-être il essaie de changer les choses de l'intérieur, et éventuellement peut-être qu'il essaie de vraiment mettre en place des choses plus écologistes, et ça peut être un bon début. Mais après, je pense que, en fait, le problème, c'est que comme le monde capitaliste est ce qui a le plus de pouvoir sur notre monde, sur notre société, on est dans une situation où les gens sont là pour répondre aux besoins
des entreprises. La société est là pour répondre aux entreprises, pour être utilisée par les entreprises. Alors qu'à mon sens, ça devrait être l'inverse. On devrait avoir une société qui utilise les entreprises à son avantage, qui va s'appuyer sur les entreprises, et pas l'inverse. Et du coup, on est dans cette situation où, à l'heure actuelle, on voit bien que une entreprise qui est polluante, il faudrait qu'en termes de société, on ait le pouvoir de dire, bah celle-là, elle ferme, elle s'arrête, c'est fini, on passe à autre chose. Et ce qu'on peut pas faire, ce qu'on ne peut pas faire, la société ne peut pas dire, tiens, Total, t'es une grosse entreprise dégueulasse qui pollue de ouf, stop, c'est fini. Et essayer de passer sur d'autres choses. Non, on continue à se dire qu'il faut mondialiser, on continue à se dire qu'il faut faire du pognon, on continue à se dire qu'il faut... il faut de la finance, il faut de la pollution, on va pas passer à autre chose. Alors qu'on sait qu'il y a plein de mécanismes qui se mettent en place justement avec le monde capitaliste qui poussent à rester sur les mêmes travers. Je vous avais déjà expliqué que le monde capitaliste, la manière de fonctionner capitaliste ne permet pas de faire de l'invention, ne permet pas de faire du neuf. Le monde capitaliste, c'est faire un maximum de profit en prenant un minimum de risques. Donc, on va pas aller financer des recherches sur des éléments où on n'a pas un minimum de retour sûr. Et on n'a pas un minimum de retour sûr tant qu'on n'a pas suffisamment développé un secteur. Donc, du coup, les secteurs qui ne sont pas développés, les inventions, les outils qui sont encore inconnus, on va pas y aller. On va pas y aller parce que c'est pas pertinent de mettre de l'argent dedans, parce que c'est trop de risques par rapport aux revenus, et on ne le fait pas. Donc on continue à mettre des financements dans les mêmes secteurs, dans les mêmes endroits. Typiquement, c'est ce qui se passe avec l'énergie polluante. L'énergie polluante, on continue à le financer drastiquement, parce que c'est là où on sait qu'on a des retours. On sait que ce qu'on investit, on va reprendre tel retour derrière. Parce qu'on sait que si on arrive à améliorer par exemple le procédé d'extraction du pétrole, ce qui nous permet du coup d'accéder à des stocks de pétrole qui auparavant étaient trop chers à extraire, bah maintenant on sait qu'on va pouvoir les extraire et gagner de l'argent dessus. Là où par contre on ne sait pas comment développer, et on a des idées sur certaines énergies renouvelables par exemple, on a des idées sur certains trucs écologiques, mais on n'a pas envie d'en financer dedans parce que bah, pour l'instant c'est un peu, selon leur vision, jeter de l'argent par les fenêtres, dans le sens où il n'y a pas de retour rapide, il n'y a pas de retour à court terme, même à moyen terme, et potentiellement il peut ne pas y avoir de retour, puisque la recherche peut très bien, malheureusement, ne mener à rien. C'est le principe de la recherche, on va dire notamment fondamentale, quand vous allez sur des éléments où vous n'avez pas de visuel dessus, vous avez justement un champ de recherche libre, bah, potentiellement vous pouvez très bien ne rien trouver. C'est très triste, mais vous pouvez ne très bien rien trouver. Si vous mettez de l'argent dedans en tant qu'entreprise, potentiellement vous prenez le risque de ne jamais retoucher l'argent que vous avez dépensé. Donc vous ne le prenez pas. Dans un monde capitaliste, c'est pas logique, vous n'y allez pas. Donc vous continuez à financer les mêmes secteurs, vous continuez à financer les mêmes choses qui pourtant posent hautement problème à plus d'un niveau. Typiquement le cas de l'industrie polluante. Enfin bref. Je continue le texte. Les planeurs dénoncent aussi assez unanimement les exigences de rentabilité financière jugées folles ou tyranniques. La critique s'entend même dans les milieux de la finance. Oui, j'ai connu ça aussi. On te demande 6%, et puis l'année suivante 8%, puis on passe à 10, et puis à 12, sans raison, et puis à 15. Chaque année davantage, sans aucune raison. Je trouve ça ridicule. 17 femmes de 34 ans qui travaillent dans la fusion-acquisition. Un directeur financier d'un grand groupe industriel souligne l'absurdité de cette hubris. On vit dans un système paradoxal, qui refile la pression à tout le monde pour satisfaire le N+1, et ce, jusqu'à l'actionnaire. À la fin, on lui donne ce qu'on n'a pas. Cette critique de la course en avant est formulée également dans d'autres fonctions, notamment celle où la quête de profit à tout prix pousse les personnes à réaliser des actes qu'elles réprouvent. Je suis d'accord avec ceux qui accusent la marchandisation et le cynisme. Les directions avec lesquelles je travaille font des licenciements en buvant du Pétrus 1947. C'est choquant, dit ce jeune homme sorti de DEC, qui travaille dans l'audiovisuel comme contrôleur de gestion. Les planeurs condamnent aussi massivement les effets de la mondialisation et du capitalisme sur l'industrie française, les emplois, le travail. Ils jugent parfois inhumain la mise au travail du consommateur, surtout lorsqu'elle les concerne directement ou typiquement lorsqu'elle touche leurs parents âgés. Ils se disent en colère de constater le pouvoir pris par les cabinets de conseil dans les organisations, d'autant qu'ils jugent leurs méthodes parfois stupides ou répétitives. Les consultants en stratégie, ça me rend fou. Ils produisent des méthodes d'organisation, de gouvernance. Ça veut rien dire. Ils font du slidisme, c'est-à-dire de la peinture sur slide. Ils ne comprennent rien. Ils ne se coltinent pas le réel, tonne un spécialiste de l'organisation d'un grand groupe de services. Il observe, navré, que les procédures qui prolifèrent, le reporting et la compétition, jouent contre la confiance au travail, obligeant alors à recourir à des avocats et des experts dans un balai inflationniste d'expertise et de contre-expertise. Il n'y a plus de confiance. On perd un temps fou avec ce système très compliqué. On est devenu des esclaves des outils de gestion, s'insurge cette femme de 47 ans, pourtant consultante en outils de gestion. Enfin,
La plupart des planeurs se disent alarmés par l'état de la planète et la pollution. Ils sont fort critiques à cet endroit, voire alarmistes. Plutôt à gauche, 35,4%, ou centristes, 19,2%, davantage que les autres cadres, les planeurs vivent avec le système capitaliste néolibéral parce qu'il est là, mais ils n'en sont généralement pas d'ardents défenseurs idéologiques. C'est donc pas l'idée ou la croyance dans ses bienfaits ou dans ceux du management par les dispositifs qui les fait se lever le matin pour les fabriquer. Fervents pratiquants du capitalisme néolibéral, ils ne sont pas croyants, pourrait-on conclure. Pourtant, les planeurs doivent parfois, quoique rarement du fait de leur socialisation, nous le verrons, justifier de leur rôle, notamment face à la critique sociale. Quelle que soit leur spécialité, ils déploient alors 5 types d'arguments. Ils rappellent tout d'abord qu'ils ne font que jouer un rôle, et disent être des salariés comme les autres. On fait notre boulot, ils font le leur. On sait que les chiffres qui remontent sont faux, mais au fond, ça tient très bien comme ça. Chacun son job quoi, nous dit un responsable du contrôle de gestion d'une grande organisation. Vous savez, je suis pas vraiment certain que ce projet soit utile. Mais bon, on me paye pour le faire, déclare en écho un responsable de la qualité. Cet argument, majoritairement avancé par les planeurs pour expliquer leur engagement dans la tâche, consiste donc à prendre la position du salarié subordonné, forcé de porter un masque. La personne qui se cacherait derrière serait potentiellement différente du rôle joué. Ils disent aussi avoir le sentiment de n'être que des pions. Cette déclaration exprime sans doute un rapport subjectif à leur emploi, mais peut aussi être compris comme une justification morale à leur tâche, dans la mesure où elle s'apparente à une déclaration de déresponsabilisation. Et d'ailleurs, là, je vais rebondir sur ça, parce que typiquement, là, c'est quelque chose où moi, je me reconnais un peu. Avant, j'avais justement ce sentiment de n'être qu'un pion. Par contre, vous voyez, c'est là la différence, on va dire notamment éthique. Moi, j'ai des valeurs morales très établies, on va dire ça comme ça, très solides. Et le fait est que ça a duré 3 ans, pas plus. Et à chacun dans mes emplois, j'ai été une tâche. J'ai été horrible. J'ai emmerdé le patronat, mais alors comme jamais. Je pense que je suis un emmerdeur de première. Parce que de toute façon, c'est quelque chose qui est ressorti de manière très récurrente. Je ne peux pas m'empêcher de taper sur la moindre petite bête. Je vois un truc qui va pas, je tape dedans. Peu importe qui c'est, hein. Et y compris, et on me l'a déjà fait la réflexion, quand c'est ton patron et qui te paye, t'es censé le respecter, et moi je lui dis toujours, parce que c'est quelque chose qui est arrivé dans la vraie vie, hein, je dis toujours, je vous respecte, ça veut pas dire que pour autant je suis aveugle. Voilà. Et ça c'est quelque chose que le patron n'aime pas trop, parce que en l'occurrence, en tant que conseiller externe, en l'occurrence pour moi dans tout ce qui est donc gestion des risques au travail, qualité de vie au travail, et ainsi de suite, ben je suis selon eux en fait quelqu'un qui doit être d'accord avec eux et qui doit dire qu'ils sont parfaits et magnifiques, et en fait je dois concrètement réaliser ce qu'ils ont comme vision, sans la remettre en question. Or, c'est pas du tout ça mon travail. Moi, mon travail, c'est faire en sorte que l'entreprise soit plus efficace qu'avant. Mon travail, c'était que l'entreprise soit en meilleur état quand je pars que quand j'arrive. Donc, si la vision du patron, elle est pourrie, mon premier réflexe, c'est de dire au patron, ta vision du monde, elle est pourrie. Alors je lui dis pas dans ces termes-là, hein, je enrobe ça un peu mieux quand même, hein, vous inquiétez pas. Mais pour le coup, moi justement, je tapais fort, hein, je me permettais d'y aller franco, parce que justement c'est mon travail à la base, c'est mon travail que de faire ça. Et ça c'est un truc qui plaît pas du tout. Hein. Je vous avoue que j'ai pas eu un seul de mes... Quoi que si, il y a quelqu'un qui m'a rappelé une fois. Et pourtant, il avait pas aimé la première expérience, mais il m'a rappelé quand même parce que j'avais été efficace en fait, pour le coup. Mais généralement, mes clients ne me rappellent pas, ne veulent pas me revoir après avoir fait un contrat avec moi. Ils vont chercher d'autres trucs et généralement, ils vont chercher des cabinets qui ont pignon sur rue et qui font beaucoup plus neutre et qui s'accordent à leur vision du monde en fait. Moi, j'hésite pas du tout à aller taper comme un porc et ça dérange énormément parce que justement. Bah, c'est pas ce qu'ils recherchent en fait au final. En fait, au final, ils veulent un peu des pions. Ils veulent un peu cette personne qui va faire ce qu'on leur dit et puis basta. Mais non. Moi, ça ne me correspond pas du tout et je ne le fais pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je suis un peu parti en cacahuète sur autre chose. C'est parce que mon travail, alors qu'il me plaît énormément sur le papier, me rendait fou. Être justement utilisé comme un pion, moi, ça me rend fou. À un moment donné, c'est pas possible. C'est pas possible de laisser passer autant de choses et c'est pas possible de continuer à valider ce système en disant d'accord, parce qu'on me paye, c'est bon. Et à contrario, moi je sais que j'ai des amis, des collègues, enfin pas des amis, des collègues, des connaissances qui ont fait les mêmes études que moi, qui avaient le même poste que moi. Et notamment, il y en a un où on s'est pris la tête toutes nos études et maintenant on n'est plus du tout en contact. Mais on se prenait la tête dans nos études parce que justement, son retour à lui c'était mais moi je m'en fous, je m'en paye.
moi je m'en bats les reins, on me paye. Et moi je lui disais que c'était complètement honteux que de faire déjà des études de psychologie pour être psychologue social et avoir le titre de psychologue social, pour ensuite être un connard sans éthique qui n'en a rien à foutre des gens qu'il fout à la rue. Parce que notamment, lui, son travail particulièrement, en fait, c'est dans le recrutement et dans la gestion d'emploi, c'est de mettre les gens dehors de telle manière qu'ils n'ont pas l'impression qu'on les a mis dehors, mais que c'est leur décision. Littéralement, son taf, c'est ça. Alors c'est pas formulé tout à fait comme ça dans sa fiche de travail, hein, rassurez-vous quand même, ils savent prendre un peu de précaution, mais concrètement ses tâches, et il avait dit en toute franchise, hein, son travail ça consiste à mettre les gens dehors de leur plein gré. C'est que leur direction dise voilà il faut réduire de tant de pourcentage des effectifs, et lui c'est de trouver les gens qu'on peut mettre dehors et de trouver les gens qui vont aller dehors sans se plaindre d'avoir été mis dehors, voire même qui vont eux-mêmes quitter l'emploi pour aller faire autre chose. Et donc du coup bah, c'est ça son travail. Et il est payé bien, parce qu'il est notamment sur Paris et il est bien payé. Moi quand je lui disais que je trouvais ça complètement honteux et que c'était vraiment de la merde comme taf, que c'était une honte que de participer à ça et de valider ça en le faisant, lui me disait mais moi je valide pas du tout, je suis pas d'accord, je trouve que ça serait bien que socialement notre société elle prenne plus en compte les choses, qu'elle preste un peu plus de soins aux gens, qu'elle s'assure un peu mieux du contrôle des entreprises, mais c'est pas le cas pour l'instant, et puis bah moi j'ai besoin de manger, donc bah du coup on me paye, ça me va. Sauf que t'as plein de métiers possibles en fait. Sans valider ce système, t'as plein de métiers qui sont disponibles en vrai. Et tu peux essayer de, justement parce que t'es dedans, essayer de combattre ça, de faire justement des retours, de filer des outils aux gens. Enfin, tu peux faire plein de trucs en fait. Tu peux faire plein de trucs. Et juste pas dire non mais je suis pas responsable, c'est bon donc je le fais et puis j'ai ma thune. Parce que c'est ça le problème là pour moi. C'est vraiment cette approche qui est en fait très hypocrite de dire non mais j'ai pas de contrôle dessus donc je vais le faire et puis je vais toucher ma thune, mais j'ai pas de contrôle dessus donc c'est bon, je suis pas méchant. Bah si, tu participes au système et tu le valides en fait. En ne le remettant pas en question, tu le valides. En ne te battant pas contre ce système, tu le valides. En faisant ce métier et en acceptant de juste prendre le chèque sans rien, sans plus, tu valides le système. Moi, à contrario, j'ai essayé que justement, dans mon métier, dans ma profession d'avant, avant d'être streamer 100 ans, bah, je prenais peut-être le chèque, mais par contre j'étais très clair aussi sur les tenants et aboutissants de ce que je pensais, de ce que je trouvais bien, de ce que je trouvais pas bien, de ce qui était adapté, de ce qui n'était pas adapté, de ce qui était une honte éthique ou pas. Et encore une fois c'est ça qui a gêné assez régulièrement les patrons avec qui j'ai eu des interactions, c'est que parce que très régulièrement, on me l'a dit, hein, quasiment à chaque fois que j'ai eu un contrat, on me l'a dit, c'est ton travail, il est très bien, tes dossiers, ils sont très bien, tes analyses, elles sont pertinentes, les recommandations, elles sont cool, elles sont intéressantes, elles sont inventives, il n'y a pas que, en termes de chiffres et tout, tu prends en compte le budget, enfin voilà, t'es pas mauvais quoi, mais par contre, t'es trop engagé, hein. Ah par contre, d'un point de vue idéologique, t'es beaucoup trop engagé, hein. Politiquement, t'es beaucoup trop placé, c'est pas possible, hein. Comme si eux ils étaient pas placés politiquement, comme si eux ils le mettaient pas en avant, qu'ils étaient placés politiquement, avec toutes leurs actions qu'ils mettaient en place. C'est une espèce d'hypocrisie qui est mais du foutage de gueule. Et donc du coup moi c'est pour ça que je suis justement streamer aujourd'hui, c'est parce que ce côté-là, le fait d'être qu'un pion et de devoir porter un peu le... Soit tu portes le masque, soit tu disparais. Moi j'ai pété un câble, hein, j'ai pété un câble. Et même comme ça en portant le masque, tu vois d'ailleurs que j'ai fini... Enfin même en ne portant pas le masque plutôt, j'ai réussi à quand même avoir des contrats, parce que bah, s'il y a une telle demande dans ce milieu-là, tout le temps, constamment pour tout, que bah en fait, même si t'es un peu fiché comme étant trop engagé politiquement, on va quand même t'engager, on va quand même essayer de t'engager. Là encore, je reçois des offres d'emploi hein, pour aller rejoindre des cabinets que je sais être extrêmement pourris, d'ailleurs d'un point de vue du travail, mais on continue à m'envoyer des demandes, on continue à me dire mais vous avez un bon profil. Ouais, quand même, hein, vous travaillez bien et tout, on veut vous récupérer. Et à chaque fois, c'est pour en plus me proposer des emplois que je sais être particulièrement pourris. Et au niveau de ça, hein, justement, au niveau de ce type d'emploi de planeur. Donc c'est quand même assez comique. Et là, pour le coup, voilà, j'ai vraiment cet écho qui est présent. Et du coup, c'est exactement ce qui se dit. Le pendant de cette justification et l'argument déterministe, on n'a pas le choix, qui revient comme un refrain dans leur discours, reprenant en cela celui des dirigeants. C'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Vous avez du choix. Vous avez toujours du choix. Ça veut pas dire que c'est simple. Hein. Effectivement, ça l'est pas. Ça veut pas dire que tout va bien se passer parce que vous allez l'ouvrir. Non, même loin de là. Très loin de là. Mais dire qu'on n'a pas le choix, c'est faux.
On a toujours du choix. Après, ce choix peut être extrêmement difficile, il peut être extrêmement compliqué, mais on a du choix. On en a toujours. Je reprends un peu le texte. Ce discours de la puissance concerne principalement les décisions organisationnelles et sociales, la concurrence, les différentiels de productivité, l'impératif de compétitivité dans une économie mondialisée en crise, les déficits publics, etc., expliqueraient et justifieraient leur mandat. Au nom du réalisme et donc de leur sens des responsabilités, ils font du contexte économique la force de détermination principale de leur action. Là aussi, nous retrouvons une constante historique des cadres. De leur point de vue, il faut vouloir la nécessité, épousant ainsi une philosophie déterministe de l'histoire qui leur fait concevoir maintenant ce changement qui s'imposera à tous. Boltanski en 2008. Aussi explique-t-il et justifie-t-il leur action au nom des déterminants économiques. Nous les découvrons alors matérialistes. Un troisième discours de légitimation, régulièrement avancé, qui contredit celui du déterminisme. Nombre de planeurs se présentent comme des sauveurs. Leur engagement dans leur travail est spiqueré par le souci de sauver les entreprises, de sauvegarder l'économie française, de combattre le chômage, etc. Ainsi, cet homme de 40 ans, ancien élève d'une grande école d'ingénieurs, m'explique qu'en faisant des fusions-acquisitions, il sauve des boîtes. C'est ça qui me fait me lever le matin, précise-t-il. Et de citer son principal fait d'armes, avoir sauvé un groupe qui a cependant fait faillite depuis, en travaillant à sa revente. Notons que plus leur mandat est susceptible de critiques sociales, suppression d'emplois, dégradation de l'activité, opérations capitalistiques spéculatives, etc., plus la justification des planeurs se fait héroïque, plus ils doivent faire le sale boulot, qu'ils jugent effectivement difficile et ingrat, plus ils arguent de leur courage et de leur héroïsme. Les planeurs doivent également un discours de justification de l'échec des dispositifs qu'ils implantent. Il est presque invariablement le même, fort bien résumé ici par un chef de projet informatique. L'outil n'est pas le souci. Le problème, c'est le comportement humain. Ah, ça aussi c'est bon, hein. C'est toujours la faute des humains. Simple, hein, pratique, hein. C'est peut-être pas du tout que t'as mis un outil en place qui n'avait rien à foutre là, mais c'est forcément les humains. Ah là là, c'est bon ça. Les planeurs expliquent en effet régulièrement les dérives ou les effets délétères des dispositifs qu'ils conçoivent par l'attitude non rationnelle du terrain. Ainsi, un jeune responsable de méthode industrielle observe « L'humain au début, c'est dur quand on est ingénieur. C'est vachement dur. Pour nous, 2 plus 2, ça fait 4. Mais en fait, pas dans ce cas. Les gens ont des humeurs. Ça marche pas comme on pensait. » Ainsi, un contrôleur de gestion explique que les indicateurs et les tableaux de bord qu'il anime sont bien conçus, mais que les gens ne les remplissent pas correctement, ou les interprètent mal. Un responsable de système information répond à un chef d'équipe qui se plaint de ce que les logiciels sont peu fonctionnels par un déficit de l'encadrement de proximité. Un DRH explique que le dispositif d'entretien annuel d'évaluation est parfaitement vertueux, que les responsables d'encadrement ne prennent pas le temps de bien le faire. Un concepteur de self-scanning pour les supermarchés défend la rationalité et la beauté de l'outil, mais accuse les salariés de vouloir défendre leur emploi et les consommateurs d'être malhonnêtes. C'est bon tout ça. Oh là là, c'est du caviar quoi, c'est génial. Ainsi, les planeurs reconnaissent les dérives importantes et souvent contre-productives qui surgissent dans le déploiement des plans qu'ils conçoivent, mais ils ne les remettent pas en question pour autant. Ils arguent qu'ils sont rationnels et indispensables. D'après eux, le problème vient de l'usage que les autres en font. Leur raisonnement est donc le suivant. L'activité des opérationnels ne correspond pas à l'idée qui s'en était faite au moment de concevoir les dispositifs, et ce sont les opérationnels qui sont en tort. Les planeurs leur reprochent de croire ce qu'ils voient, de penser ce qu'ils pensent. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, arguent-ils, toujours au nom de la réalité. Somme toute, ils défendent leur représentation en accusant le réel de ne pas lui correspondre. Ça, c'est exactement ce que je vous dis quand je critique notamment le monde capitaliste en général ou les gens de droite. C'est ce côté, oui mais attends, sur le papier ça devrait marcher. Sur le papier c'est un beau système. Mais les gens ils font pas bien. Oui mais qu'est-ce qu'il y a dans la vie en fait? Bah il y a les gens, ça c'est le réel, c'est le concret, c'est l'impondérable en fait. Ton truc, ta théorie, elle est très jolie, hein, mais c'est du papier, c'est du vent, hein. C'est elle qui est censée s'adapter aux gens, c'est pas les gens qui doivent s'adapter à elle. Ça n'a pas de sens en fait, parce que, et on le voit, si tu essaies d'adapter les gens à elle, ça ne marche pas. Ta théorie, elle va toujours être cassée en deux par le réel, par les gens, par le concret. Et ça pourtant, ça revient encore comme une rengaine, encore et encore. Mais non,
C'est les gens qui font pas bien. Bah non, c'est pas les gens qui font pas bien. Les gens ils vivent en fait, hein, ils sont, voilà, ils sont présents et que tu sois là ou que tu sois pas là, qu'il y ait ton outil ou qu'il n'y ait pas ton outil, les gens ils sont là, ils sont toujours là et ils sont toujours en train de vivre et ils sont toujours en train de faire leur truc. Donc à un moment donné, faut bien se rendre compte que c'est l'outil qui doit s'adapter. C'est pas l'inverse, ça n'a pas de sens, c'est profondément stupide. C'est profondément stupide. Et en plus, c'est d'autant plus visible quand tu prends en compte des métiers comme les métiers d'ergonome. Moi notamment, j'ai fait de l'ergonomie en entreprise. Le principe de l'ergonomie, c'est quoi? C'est adapter les outils à l'homme. Pourquoi? Parce que si tu fais un outil standardisé, il ne pourra jamais être bien utilisé par l'écrasante majorité des gens. Parce que pour tout un tas de raisons, chacun des gens a son propre contexte, parce qu'il est un peu plus grand, un peu plus petit, parce qu'il voit moins bien, parce qu'il entend moins bien, parce que il a moins de sensations, parce que je sais pas, pour plein de raisons. Vous avez plein de trucs qui rentrent en compte. Donc c'est pour ça qu'il y a des métiers comme les métiers d'ergonome qui vont venir justement adapter les outils au poste de travail. Parce qu'on voit que la personne est comme ça, constituée comme ça, qu'elle fonctionne comme ça, on va faire en sorte que ces outils soient les plus adéquats pour qu'elle puisse réaliser sa tâche. Parce qu'on a bien compris que c'est l'outil que t'adaptes et pas la personne. C'est bien plus simple d'adapter ton outil que d'adapter une personne. Parce que dans le premier cas c'est possible et dans le deuxième cas c'est improbable. Éventuellement tu peux casser la personne au point qu'elle va finir par globalement s'adapter, mais elle sera vachement moins efficace en général. Et ça arrive pas souvent. Ça arrive pas souvent. Donc c'est vraiment what the fuck d'avoir toujours ces retours là du non mais c'est les gens qui font pas bien. Oui mais les gens c'est le réel. Tu peux pas passer outre. Tu ne peux pas passer outre. Mais enfin les planeurs mobilisent régulièrement un dernier type de justification de leur rôle qui contredit encore les précédents. Ils revendiquent d'entretenir un rapport ludique à leur travail, comme nous le développerons dans le dernier chapitre. Ce discours semble dire que c'est au nom de leur plaisir personnel, et non de la contrainte, de la subordination, de l'aliénation par exemple, qu'ils agissent. Jouer, c'est se dire libre et heureux de faire ce que l'on fait, mais c'est aussi irresponsable. En s'auto-infantilisant ainsi, ils exemptent de toute intention maligne, de tout pouvoir de nuire. Le jeu innocent... Le jeu innocente? Pourquoi le jeu innocente est permis? Ah oui, le jeu innocente est permis, en une pirouette sympathique, d'éviter de devoir s'expliquer sur le fond. Ok, je croyais que c'était le jeu qui était innocent, mais en fait non, le jeu a l'action de te rendre innocent. Ok. Leurs justifications ne sont donc pas très convaincantes. Il est d'ailleurs probable qu'elles ne le convainquent pas eux-mêmes, tant ils avouent douter régulièrement de la légitimité sociale de leur rôle. La question reste alors entière de savoir comment les planeurs répondent concrètement de cette tâche qui se présente comme impossible et indésirable. Et on arrive à la partie 6, ce que font les planeurs. Les planeurs ont un mandat précis, accroître la performance telle qu'elle est définie quantitativement par leur employeur pour son bénéfice, en agissant à distance sur l'activité d'autrui, par la mise en place de dispositifs. Comment font-ils, alors que cette tâche d'encadrement semble infaisable et difficile à justifier? Ce chapitre rend compte de leur travail réalisé, c'est-à-dire ce qu'ils font finalement, visiblement, grâce à une organisation sociale précise de leurs tâches et de leur carrière. Imaginer, quantifier et adapter des dispositifs standards. Compte tenu de leur situation organisationnelle, les planeurs ne peuvent voir, sentir et connaître directement l'activité qu'ils ont la charge d'encadrer. Comment font-ils alors? Tout d'abord, ils mandatent régulièrement d'autres planeurs, tels que les consultants, les auditeurs, les chercheurs, pour réaliser des études qualitatives et quantitatives sur le réel qui leur échappe. Ainsi, Bernois reçoit des informations régulières sur les comportements des jeunes ingénieurs face au marché du travail. Il se tient au courant également de ce qui se passe dans les équipes grâce à des audits de climat réalisés par un cabinet de conseil. Philippe, lui, dispose d'une abondante littérature sur son propre ministère. Rapports de recherche, études de population, études statistiques fines. Céline utilise à chaque deal les rapports de due diligence réalisés par les cabinets de conseil en stratégie. Avec ça, dit-elle, on a tout ce que l'on doit savoir sur l'entreprise. Eric, enfin, achète des études clients qui décrivent des typologies de comportement d'achat et de style de vie. Dans les projets informatiques, le travail de base, le travail normal, c'est de faire les logiciels à partir d'un cahier des charges. L'informaticien lit un papier, conçoit un outil à partir de ce qu'il comprend et de ce qu'il a lu. Un informaticien normal ne va jamais voir le travail et les processus, nous explique un jeune ingénieur informaticien. Dans toutes ces spécialités, la connaissance de la situation prend donc la forme d'un écrit, souvent rédigé par d'autres.
Celui-ci informe de la situation, ajoute simultanément un intermédiaire supplémentaire et de la distance entre les planeurs et elle. Les planeurs disent aussi connaître l'activité opérationnelle à l'aide de rapports produits par des opérationnels, à qui l'on demande de remonter de l'information. Ces informations prennent la forme de chiffres dont nous savons maintenant les limites, pour rendre compte fidèlement d'une situation locale. La représentation que les planeurs s'en font, là encore, prend la forme de mots, de chiffrages, de dessins, bien plus qu'elle n'est ancrée dans une expérience sensible. Ces informations abstraites sont régulièrement insuffisantes pour représenter ce que font concrètement les opérationnels. Alors, les planeurs recourent aussi à leur imagination. Ils se représentent le travail de l'ouvrier en BTP, de l'agent bancaire, du médecin hospitalier, de l'assistant social, du chercheur, à partir des bribes d'informations dont ils disposent, de ce qui leur est fourni par leur socialisation. Ils inventent ou reconstituent l'activité à partir d'expériences et de récits passés, situés et en partiel sous forme d'une situation type moyenne. Ils font notamment souvent référence à leur expérience en tant que consommateurs. Dans ce cas, c'est le point de vue du client exigeant et néanmoins amateur qui sert à construire la représentation de la tâche des travailleurs. Ensuite, à l'instar des militaires, les planeurs sont pris entre les planifications générales, la singularité des situations, entre plans abstraits et expériences sensibles. Mais par leur mandat, ils se trouvent résolument du premier côté pour deux raisons. D'autre part, ils doivent rendre compte de leur propre contribution au moyen de reporting réguliers et chiffrés. Ils sont donc préoccupés de démontrer l'évolution des performances qui concernent leur projet au moyen de quantification. D'autre part, ils sont eux-mêmes producteurs de symboles pour tenter d'orienter l'activité des autres. Des calculs, des modélisations, des chartes, des discours, des diaporamas, etc. Aussi, ce qui compte dans la tâche confiée aux planeurs, c'est ce qui est compté. De la sorte, ils sont poussés à appréhender l'activité principalement dans sa dimension abstraite, par la quantification. Elle opère Elle opère une abstraction des situations dans les deux sens du terme. Elle les transforme en idées et simultanément elle les rend absentes. Les planeurs sont également en charge de la mise en œuvre de l'entretien du dispositif. Leur tâche est centrée sur 7 machines. Les ordres du jour des réunions de pilotage ou de suivi qu'ils animent en attestent. Organisées régulièrement, elles passent en revue les résultats, l'avancement du projet lui-même. Son contenu et ses effets sur les mondes des opérationnels sont plus rarement évoqués. Qu'il s'agisse du management par les objectifs, du re-engineering, des démarches qualité, du plan marketing, l'échange entre planeurs porte sur les méthodes d'évaluation, des méthodes de management, qui elles-mêmes encadrent l'activité opérationnelle. Le niveau d'abstraction, parfois jusqu'au vertige, signale certains, et là aussi, caractéristiques. L'activité des planeurs n'est donc pas tournée vers ceux que leur dispositif encadre concrètement. Elle est polarisée sur leur déploiement, sur la quantification de leurs effets via quelques critères dits de performance. Le processus est tel que nombre de planeurs travaillent avec rigueur et engagement, en oubliant que la matière même de leurs calculs et de leur discours est l'activité humaine. À cet égard, une spécialiste de la conduite du changement énonce, convaincue: « Je n'ai jamais entendu parler de travail ici. On parle de gestion, de process, de end-to-end, de performance, mais jamais de travail. Moi, je n'ai jamais organisé le travail des gens. J'ai agi sur les procédures, la mesure, les écarts, c'est tout. Je n'ai jamais touché à leur travail. » En effet, curieusement, le mot travail n'apparaît qu'exceptionnellement dans la littérature managériale, comme dans les pratiques discursives des planeurs. Pourtant, leur tâche consiste bien à prescrire, à organiser, outiller, contrôler le travail des autres, par la mise en place de dispositifs. Ils le font, non pas en s'y intéressant, mais en le cernant de chiffres et de lettres, c'est-à-dire d'abstractions, portées par des dispositifs qui sont standardisés. La majorité des planeurs, 56%, déclarent avoir pour mission de fournir des outils et des méthodes de travail pour les autres salariés. 43% de mettre en place des méthodes de contrôle, d'évaluation, de reporting, de mesure de performance dans les entreprises. 20 ensuite, les réponses: mettre en place des objectifs, des normes, des procédures pour les autres salariés. Leurs méthodes qu'ils déclarent mettre en œuvre sont maintenant bien connues du lecteur. Conduite du changement, optimisation des flux, de la qualité, de la sécurité, réduction des coûts, informatisation, développement, innovation, fiabilité financière. Et bonjour les carios. Fiabilité financière et comptable, de contrôle de gestion, optimisation de la fonction RH, etc. Une grande partie des dispositifs qu'ils utilisent portent des noms spécialisés, généralement des acronymes d'anglicisme ou des noms de marques. Comment vas-tu aujourd'hui, Lucario? J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Nous sommes en pleine lecture de sciences sociales sur le management désincarné par Marie-Anne Dujarrier.
Il est frappant de constater la similarité des dispositifs employés dans divers secteurs et d'une organisation à une autre. Nous retrouvons en effet les mêmes à quelques variations près, avec une régularité frappante. Dans l'industrie automobile ou dans les magistratures françaises, le lean management est appliqué de la même manière. Les comités de direction des universités publiques reprennent les discours managériaux qu'IBM tenait dans les années 80, autour de l'idée de l'excellence. Aubert et de Golejague, 91. Le phénomène d'essaimage est net et contraste avec le discours dominant qui encense l'innovation et l'originalité managériale. Nous assistons à l'inverse à la banalisation des produits du prêt à manager. Ces dispositifs sont standardisés, appliqués, implémentés, pour reprendre les mots des planeurs, dans des contextes et situations variés. Ils sont atopiques, achroniques. Bruno et Didier, 2013. Comme l'explique cette consultante ERP dans une multinationale de conseil. On décline un mode opératoire dans différentes entreprises. Ce sont toujours les mêmes ressorts, les mêmes outils. Les phases d'implantation sont totalement standardisées. Il faut les appliquer sans réfléchir. Ah merde. Triste. C'est un peu triste. Historiquement, les dispositifs ont généralement été conçus et formalisés par des praticiens. Taylor, Ford, Fayol, mais aussi Kemp pour le benchmarking. Hammer et Champy pour le re-engineering. Deming pour l'approche quantitative et statistique de la qualité. Après les avoir testés dans leurs organisations, ils formalisent leurs expériences en méthode universelle. Ils créent un dispositif, lui donnent un nom. Celui-ci reçoit parfois un prix décerné par l'État, par la presse, par un groupement d'entreprises. Il attire alors l'attention des enseignants en gestion qui en proposent une théorisation et un enseignement spécialisé. Le dispositif devient alors un objet, voire un champ universitaire. Facile à enseigner. Chiapello et Gilbert en 2013. Il devient un produit prêt à consommer que l'on achète sur le marché du management. La standardisation des dispositifs est explicitement revendiquée par les vendeurs comme un argument commercial. Ils rassurent aussi leurs prospects sur le fait qu'ils fonctionnent bien ailleurs, partout. Ensuite, un effort de lobbying est réalisé par les inventeurs, les consultants, les enseignants en gestant, qu'on peut parfois permettre d'obtenir une reconnaissance et une prescription publique. Alors, les États, les organismes internationaux participent de manière décisive à la construction sociale du marché, en fixant des normes, en achetant ces produits et en incitant les entreprises à les adopter. Ainsi, lorsque l'OCDE puis l'Union Européenne prônent les dispositifs de management par les nombres, avec mise en compétition, le dispositif de benchmarking devient un dispositif de masse. L'extension du marché des dispositifs compte, comme les autres, sur l'innovation sémantique pour leur représentation commerciale. Aussi, cette présentation est-elle modifiée régulièrement pour étendre l'offre avec de nouveaux produits. Dujarrier 2006b. Du point de vue d'une de ses spécialistes, par exemple, le Lean Six Sigma, c'est du marketing. Avant, on appelait ça la réorganisation ou la re-engineering. C'est un métier où on brase beaucoup de concepts et il change souvent, car il ne faut pas proposer au client ce qu'il a déjà. Par exemple, s'il a une organisation pyramidale, on va lui dire de casser ça et de raisonner par processus. Ou inversement. Nous explique cette consultante de 50 ans, directrice associée de son cabinet. Comme pour n'importe quel marché que l'on cherche à développer, les offreurs de dispositifs s'efforcent donc de présenter des produits identifiables, originaux, attractifs, sans cesse renouvelés. L'émergence de nouvelles questions sociales, techniques, organisationnelles permet également d'étendre le marché des dispositifs. Récemment, un nouveau marché s'est ainsi ouvert pour les consultants, celui des risques psychosociaux, comme l'explique cet avocat d'affaires de 51 ans. En droit social, le plan social est ce qui rapporte le plus. Quand on a une mission de ce type, on se dit génial. Il ajoute ensuite, mais actuellement il y a un gros marché des audits sur le stress au travail devant nous. On va apprendre à démontrer qu'on a tout fait pour éviter les RPS, pour couvrir notre client. La logique des standardisations des dispositifs a aussi un fondement économique du côté de l'offre. En effet, les consultants se doivent d'accroître la profitabilité de leurs propres actionnaires avant tout. Outre le chiffre d'affaires qu'ils peuvent contribuer à rapporter, c'est leur productivité qui est alors déterminante. Il faut que le ratio temps passé sur la mission, temps payé, soit le plus bas possible, c'est-à-dire que le temps que passe un consultant sur un contrat soit le plus réduit possible. Les cabinets de prestations aux entreprises ont donc intérêt à recourir à des dispositifs génériques, qui évitent d'avoir à dépenser un temps d'élaboration pour chaque contrat. La standardisation des méthodes, Boonfour en 89, est alors une réponse économiquement performante. En conséquence, nous assistons à une industrialisation du conseil,
par l'application quasi mécanique d'outils formalisés, de matrices, de schémas. Villette, 2003, page 49. Finalement, loin d'être indépendants, Montagne en 2009, les consultants sont donc plutôt doublement contraints par un rapport salarial avec leur employeur, d'autre part, et par un rapport marchand avec leurs clients, d'autre part. Cette dynamique croisée explique la standardisation des dispositifs, leur indifférence au contexte, leur renouvellement formel incessant. Les acheteurs de dispositifs, eux, s'orientent massivement vers ceux qu'ils sont déjà utilisés ailleurs, qui sont à la mode. Ce conformisme managérial s'explique aisément. Tout d'abord, la référence à des modèles et des normes standards permet, mieux que la seule autorité personnelle, de se faire obéir. Le choix d'un dispositif connu, reconnu, permet alors d'exercer son autorité directorielle. J'ai dit dictatoriale parce que lapsus. Son autorité directoriale avec le support des normes dominantes. En outre, il est difficile d'évaluer les décisions des dirigeants. En situation d'incertitude, une conduite rationnelle consiste à imiter les autres, puisque la sagesse universelle enseigne qu'il vaut mieux, pour sa réputation, échouer avec les conventions que réussir contre elles. Keynes en 88. Comme l'ont montré les néo-institutionnalistes, la conformité protège, dispense de responsabilité, évite les accusations de négligence. Meyer et Rowan en 77. Elle permet de se justifier auprès des actionnaires, de la hiérarchie, parfois des syndicats. Les dirigeants préfèrent alors copier les autres que de prendre des décisions originales, dit Maggio et Powell en 83. L'achat d'un dispositif tient donc moins à sa capacité à améliorer la performance de l'entreprise qu'à un phénomène de mode, d'imitation des acteurs prestigieux. Ce processus du côté de l'achat, cette fois, favorise de lui ici le mimétisme managérial, la standardisation des dispositifs. La mobilité interorganisationnelle des planeurs et le consulting les y aide également. Ça, c'est assez intéressant quand même de mettre en avant que justement, c'est ce que je vous disais auparavant, quand justement je tacle notamment le bon petit monde capitaliste, ça ne pousse pas à faire des inventions, ça ne pousse pas à faire du neuf, ça pousse à réutiliser ce qu'on a déjà, et bien là c'est typiquement un exemple de ça. Là on est vraiment dans quelque chose qui vous montre ça, qui vous l'explique comment ça se met en place. Parce que on voit bien que justement ça a été utilisé là ailleurs, on se dit que ça peut marcher chez nous. En plus de ça, si vous ne faites pas justement ce qui est utilisé ailleurs, si vous faites différemment, même si vous réussissez, on va pas forcément bien le vivre, parce qu'on va venir vous dire ouais mais vous n'avez pas pris en compte ça, 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 vous sortez des conventions, bref, on va venir vous mettre un poids social, on va vous juger parce que vous n'avez pas fait comme d'hab, parce que vous êtes venu remettre en question justement la norme, parce que vous êtes venu remettre en question les traditions. Et donc du coup vous êtes poussé au final à faire toujours la même chose, à utiliser le même produit qui est utilisé ailleurs, parce qu'on l'utilise ailleurs, vous allez l'utiliser vous-même. Efficace, pas efficace, on s'en fout. Il est utilisé ailleurs. Même si vous vous plantez, au pire des cas, on ne pourra pas vous dire que vous avez fait preuve de négligence ou autre, parce que vous avez fait ce que font tous les autres. Donc finalement, soit on est tous négligents, et ça n'arrivera pas, ça ne sera pas acceptable, soit on ne peut pas vous accuser que vous avez été négligent. C'est une manière de se protéger, et c'est une manière de continuer aussi le système qu'on a déjà. Et ça, c'est vrai que c'est des mécanismes que je n'ai pas forcément trop mis en avant, mais qui pourtant sont présents et qui marchent très bien dans le monde du capitalisme aussi. L'activité principale des planeurs n'est donc pas de concevoir des dispositifs, mais plutôt d'acheter des standards sur un marché, de les adapter à leur organisation en s'appuyant sur la participation des travailleurs et des consommateurs qu'ils doivent alors solliciter. Communiquer, inciter, faire participer et sanctionner. Les dispositifs ont des incidences sur les nombres de postes et leur localisation, mais aussi sur les cadences, les horaires, les pauses, l'exposition au risque, les rémunérations et les statuts d'emploi. Il cadre également la socialisation au travail, le niveau d'autonomie des individus et l'intérêt de leur tâche. Les dispositifs qui visent à accroître la productivité et la marchandisation sont donc généralement accueillis avec inquiétude par les travailleurs dont l'emploi, les conditions de travail et l'activité concrète sont ainsi mises en jeu. Les planeurs affirment de façon récurrente que les gens résistent au changement. Il est néanmoins difficile de leur faire préciser à quel changement les autres salariés résistent. Lorsque je leur demande s'il pourrait y avoir une résistance à une amélioration des salaires, ils rient en s'exclamant « Haha, non, bien sûr !» Cette remarque signale que dans la formulation « résistance au changement », il manque l'essentiel, la nature du changement lui-même. Sans cette précision, les planeurs défendent la thèse d'une résistance générique, c'est-à-dire au fond idéologique,
Ils accusent d'ailleurs régulièrement les autres travailleurs d'être accrochés à leur métier, à leur équipe, à leur outil, à leur routine, à leurs conditions de travail, à leur territoire. Ils jugent cet attachement mesquin, économiquement scandaleux. Il est souvent qualifié de manque de souplesse, d'adaptabilité, d'ouverture et parfois de moralité. Leur rôle, d'après eux, est alors de mettre en mouvement ces salariés. Pour ce faire, disent-ils, il faut les motiver, les acculturer, voire les convertir. Les planeurs déploient alors 5 dispositifs d'enrôlement généralement rangés sous le nom d'accompagnement au changement, ou encore en anglais de change management. Premièrement, les outils de communication et de formation visent à expliquer les vertus des dispositifs, ainsi que la manière de produire avec eux. On a une baisse de budget de 20%. Il faut supprimer des postes. Nous, à la DRH, on s'occupe du côté humain. On va voir les chefs de service, on leur explique et on les aide à faire avec leur équipe. Nous dit par exemple cette RRH. Les planeurs adoptent ici une posture toute didactique. Il faut prendre le temps d'expliquer. Il faut faire de la pédagogie, disent-ils. Souvent, ils comparent les opérationnels à des enfants, à l'égard de qui il faudrait être un peu sévère, directif, en même temps que pédagogue et patient. Et ce, pour leur propre bien. Les opérationnels ne se rendent pas compte de l'argent qu'ils dépensent. Ils croient que tout est possible. Il faut leur expliquer, les cadrer, changer leur manière de faire. Sinon, ils font n'importe quoi. Expose ainsi un contrôleur de gestion, avec une lassitude affichée. Les argumentaires principaux déployés par les plans de communication interne et externe font appel au bien commun. Survie dans l'entreprise, sécurité, qualité, non-discrimination, responsabilité sociale de l'entreprise, etc. À la rationalité, à la fonctionnalité. Les dispositifs sont le plus souvent présentés comme un progrès pour tous. Le discours des planeurs, qu'ils soient managériels ou publicitaires, promet de développement personnel, de l'autonomie, de l'excellence, des liens sociaux renouvelés, de l'efficacité. La rhétorique de l'amélioration, surtout si elle se fait morale, est alors difficile à contester. Comment refuser plus de qualité, plus de performance, plus d'innovation, plus de satisfaction client, plus de bien-être au travail? Mais la communication seule ne peut pas suffire à modifier les représentations et les comportements. Il faut aussi inciter les travailleurs et les consommateurs à le faire, disent les planeurs. Pour convaincre les gens de changer, il faut leur proposer du gagnant-gagnant, assène ce DRH convaincu. Alors le planeur met en avant les avantages des dispositifs pour chacun des travailleurs, s'ils existent. Si besoin, il en crée. Ceux qui coopèrent se voient alors promettre des primes, des mobilités intéressantes, par exemple. Troisièmement, les planeurs en appellent à la participation des salariés, surtout depuis les années 80-90. Cette recherche du contact entre prescripteurs et travailleurs vise moins à réduire la méconnaissance du travail réel des premiers que de convaincre les seconds d'accueillir favorablement les dispositifs. Désignés ou volontaires pour représenter leur métier, leur lieu de travail, leur génération, 3 types de participants se distinguent alors. Certains voient dans ces réunions une occasion d'échapper aux contraintes opérationnelles, tout en préparant une mobilité ascendante vers un poste de planeur. Ils défendent alors cette conviction avec conviction l'idée de la participation. D'autres managers de proximité espèrent faire entendre leurs contraintes ou leurs souhaits, ou, lorsqu'ils sont plus critiques, limiter les dégâts des styles. Ils recherchent des adaptations intelligentes du dispositif pour leur propre équipe, tout en collaborant malgré leurs doutes à sa diffusion. Enfin, des opérationnels peuvent être contraints de participer à la mise en œuvre des dispositifs, en décrivant leurs tâches, en fournissant des informations sur leurs horaires, leur productivité, la qualité de leur travail, par exemple. Quatrièmement, la coopération des opérationnels est recherchée par une approche contractualiste. En effet, les planeurs proposent régulièrement de passer un contrat réputé objectif, clair et juste avec les opérationnels. Il s'agit d'un contrat moral, d'un contrat objectif, d'un contrat de service, d'un contrat de formation ou d'un contrat client-fournisseur interne. Dans tous les cas, sans valeur juridique. Selon eux, l'entreprise, mais pas eux personnellement, s'engage à respecter un certain nombre de droits et de devoirs par ce contrat qui oblige en retour le contractant à des comportements précis. Les planeurs, enfin, rappellent avec insistance que les dispositifs ne pourraient être déployés sans un soutien explicite de la direction. C'est elle qui contraint les opérationnels, cadres ou non, d'assister aux réunions des planeurs. Les opérationnels doivent également, sous peine de sanctions, accueillir les planeurs et leurs consultants pour leur fournir les informations qu'ils demandent. Ici, c'est finalement l'argument d'autorité hiérarchique qui est mobilisé pour enrôler.
Au total, l'essentiel du travail réalisé par les planeurs consiste à imposer des dispositifs standardisés dans des organisations privées et publiques et à réaliser, avec l'aide des opérationnels, à quelques ajustements locaux. Leur mission, qui semble impossible, semble maintenant faisable. Ils peuvent la réaliser d'autant plus aisément qu'une division des tâches entre planeurs rend chacune d'elles assez simple. Des tâches rationalisées, des rationalisateurs inexpérimentés. Pour comprendre comment agissent les planeurs malgré les obstacles fonctionnels et moraux de leur mandat, il faut regarder l'organisation sociale de leur travail. Elle est caractérisée par une division des tâches, elle-même rationalisée et partiellement automatisée. Le cas d'un cabinet de conseil en stratégie nous livre un archétype de cette organisation. Ces officines produisent essentiellement des documents qui exposent des analyses, des recommandations stratégiques pour les organisations. Investissement, délocalisation, spécialisation des sites, modernisation du service public, etc. Elle utilise des scénarios types qui racontent une histoire ou un client. Un associé d'un de ces grands cabinets nous explique le principe de base. Vu que les clients sont d'anciens consultants, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Les 40 slides, on peut les décrire dès le premier jour. Ensuite, il n'y a plus qu'à les remplir. Ce que les consultants nomment ensuite l'industrialisation de leur process est une division de la mission en de multiples tâches simples que peuvent réaliser des jeunes consultants sans expérience particulière. Elle consiste par exemple à rechercher des chiffres à partir d'une liste préétablie. Ils font des calculs, des modélisations quantitatives standardisées sans toujours savoir à quoi ils renvoient concrètement. Ils réalisent des entretiens, généralement standardisés, auprès de travailleurs, de clients, de concurrents, de services de l'État. Ils remplissent enfin les diapositives préformatées, appelées par certains d'entre eux des feuilles à trous. Dans un de ces cabinets, le document est ensuite envoyé en Inde à un sous-traitant qui améliore la mise en page. Affectés à des tâches simples, répétitives, qu'ils réalisent sous contrainte de temps, les jeunes consultants travaillent généralement plus de 60 heures par semaine, parfois jusqu'à l'épuisement. L'encadrement intermédiaire organise, planifie, prescrit leurs tâches. Ils contrôlent le résultat, puis assemblent les éléments éparses pour former un document final qui constitue la recommandation organisationnelle et stratégique à destination de l'entreprise cliente. Un des actionnaires du cabinet viendra le présenter avec lui. Ces associates soignent avant tout la relation avec le client et les prospects. Leur tâche est essentiellement commerciale. Les consultants appliquent donc à leur propre entreprise ce qu'ils préconisent pour autrui. Une division et une rationalisation du travail en tâches simples. Des exécutants agiles en traitement de l'information produisent ainsi du conseil. Cette division de tâches se retrouve à l'identique chez les intermédiaires financiers. Boussard, Dujarier, 2014. Les directions fonctionnelles des entreprises. La rationalisation du travail des rationalisateurs a en effet aussi été observée à propos de la gestion de projets techniques. Celle-ci a connu différentes phases historiques. Le passage de l'inventeur solitaire et supposément génial à l'ingénieur domestiquant l'innovation date de la première révolution industrielle, Hatchwell et Hall en 2005. Après celle des concepteurs solitaires, architectes ou ingénieurs, suit donc une phase de rationalisation, dite d'ingénierie. Elle consiste en une taylorisation de la conception, Midler 2002, alors structurée, Giard 2002, et organisée. La rationalisation, la systématisation de la conception des produits se sont ensuite généralisées, Hatchwell et Hall en 2005. Dans les directions des RH, les tâches sont généralement divisées en spécialités. Administration, gestion prévisionnelle des emplois, des compétences, recrutement, licenciement, formation, mission handicap, etc. Chacune d'elles est également subdivisée. Une directrice régionale des RH d'une grande enseigne de distribution illustre cette répartition. Au siège, ils nous prémâchent le travail. Par exemple, les EFA, évaluation de fin d'année, il faut les caler par rapport au calendrier national. Ça reste soumis à l'accord du haut. Ils organisent tout. C'est eux qui appuient sur le bouton. Moi, je fais que former les gens à faire les entretiens. Je leur dis quand il faut les faire. J'exécute, quoi. Dans la conception des systèmes informatiques, le travail est également découpé en de multiples tâches simples, ordonnées hiérarchiquement. Une femme qui a fait toute sa carrière dans les DSI décrit bien la division du travail dans cette spécialité. Le directeur des systèmes d'information fait la stratégie à moyen et à long terme. Ensuite, on trouve ceux qui font les schémas directeurs. C'est très high level. Ce sont des cabinets de conseil comme le BCG, Ernst, Accenture, etc. À ce niveau, on trouve des grandes écoles de commerce, des ingénieurs généralistes, comme des centraliens qui ont fait un master avec la tête bien faite. En dessous, il y a des gens qui font l'assistance à maîtrise d'ouvrage, des analystes qui font des spécifications fonctionnelles détaillées toute la journée. Ils collectent les besoins auprès des utilisateurs, à la chaîne, ils écoutent les besoins des clients, ils les notent sans réfléchir.
Ce sont des métiers de sortie d'école. Après, les développeurs programment des systèmes, adaptent les logiciels. Puis il y a un spécialiste de la traduction informatique des demandes, permettant de déterminer ce qui doit être sur Internet ou sur Intranet. C'est l'architecte qui fait ça. Ça inclut des questions de sécurité, le firewall. Et puis, il y a les testeurs de logiciels et de progiciels pour être ready to market. Les techniciens data center, eux, ils font l'installation physique des serveurs. Puis on a des gens en support, au helpdesk. Ceux de niveau 1 sont des techniciens qui lisent des scripts. Les niveaux 2 et 3, c'est des ingénieurs qui réfléchissent. Bon, puis il y a ceux qui font de la maintenance hardware, quoi. Cette division, cette spécialisation des tâches, se retrouve encore une fois dans le travail des conduites de changement. Nous, on porte la bonne parole, on explique les raisons pour lesquelles on fait tous ces changements, pourquoi est-ce qu'on fusionne des structures, pourquoi est-ce qu'il faut licencier, pourquoi c'est mieux pour le client et pour ceux qui restent. Pour ça, on utilise un super framework de conduite du changement, pour que les gens soient à fond dans la transformation, explique un consultant spécialisé en change management. Ce framework, c'est une procédure type que les consultants, même débutants, peuvent dérouler dans des contextes pourtant incomparables. Cette rationalisation du travail intellectuel, de Bent, Cadre, en 2000, page 38, pardon, aujourd'hui saillante chez les planeurs, a une histoire. Serge Mallet remarquait déjà en 63 l'énorme développement des bureaux d'études, dont il disait qu'il a créé de véritables unités intellectuelles de production, dans lesquelles les conditions de travail ressemblent de plus en plus, avec les rythmes planifiés et la mécanisation des opérationnels de bureau, à celles de l'atelier moderne. Aussi, d'après lui, l'ingénieur est devenu une sorte de prolétaire. Avec cette organisation du travail, les spécialistes du management n'ont pas besoin d'être compétents sur ceux qu'ils sont en train de manipuler abstraitement. Au contraire, par exemple, le profil demandé pour un ingénieur en charge du lean management est rédigé de la manière suivante. Ingénieur généraliste de formation, le candidat aura une expérience minimum de 5 ans dans le supply chain ou une fonction adjacente, dont 2 ans minimum dans un poste orienté amélioration continue. Maîtrise des outils et méthodes de l'amélioration continue, lean manufacturing, 5S, Kaizen, TPM, etc. Anglais courant, autonomie, force de proposition, leadership et relationnel aisé sont indispensables pour ce poste. Cette offre d'emploi nous informe que les compétences recherchées pour être responsable de la mise en œuvre d'un dispositif organisationnel concernent la méthode elle-même avant tout, complétée par une attitude sociale constructive à l'égard de cette tâche. Le texte ne mentionne pas la connaissance du secteur, de ses métiers, technologies, règles, histoire, problématiques propres. Une analyse systématique des offres d'emploi et de CV des planeurs montre que cette caractéristique leur est commune. L'expérience de l'activité qu'il s'agit d'encadrer est secondaire, voire anecdotique, dans la présentation des compétences par rapport à la maîtrise des dispositifs eux-mêmes. Formalisation, optimisation des processus, animer des réunions, savoir faire des consensus. On a des techniques pour faire des synthèses, des analyses de données, des animations de réunions. On a de la qualité aussi, l'écoute, l'humilité, la reformulation. La créativité, faut du savoir-être, explique cette femme de 50 ans, à qui je demandais quelles étaient les compétences requises pour faire du conseil. Les savoir-faire qu'elle égrène ont pour point commun d'être décontextualisés. Ce qui compte pour être un bon consultant, c'est de savoir manier des concepts, des processus, d'être à l'aise en plan, c'est-à-dire d'être habile dans l'agencement logique, voire même esthétique, des abstractions. Les consultants vendent précisément cette compétence universelle. Alors, comme consultant, on peut délivrer dans n'importe quel domaine. J'ai d'ailleurs travaillé dans tous les secteurs, parfum, automobile, pharmacie, nous dit avec fierté cet homme de 46 ans. Leur vraie spécialité, affirment les planeurs, c'est la méthode. Aussi bien qu'ils soient majoritairement qualifiés à haut niveau, ce ne sont pas leurs connaissances techniques et scientifiques qui leur permettent de détenir du pouvoir, comme l'observe Charles Guédéa en 2003, à propos des cadres en général et des managers de proximité en particulier. En effet, la méthode qui fonde leur légitimité s'apprend rapidement en milieu professionnel après avoir fait des formations centrées sur le maniement d'abstractions, au premier rang desquelles les mathématiques. Ces constats rappellent ce qu'écrit Fredson à propos de l'idéologie managériale. Elle se réclame d'un généralisme des élites, capable de commander, de contrôler les choix des consommateurs, comme le travail des spécialistes. Fredson en 2001, page 116. Issus pour la plupart de grandes écoles généralistes d'ingénieurs ou de gestion, ou bien de l'université, bac+5 pour la majorité. Les planeurs commencent en priorité leur vie professionnelle dans des cabinets d'audit, d'informatique, de conseil. Leur commentaire est systématiquement le même concernant ce choix. Il permet de faire une seconde grande école, d'acquérir un langage, en apprenant à manier avec dextérité
les abstractions, les dispositifs standardisés. Cette compétence généraliste leur ouvre toutes les portes, disent-ils. Oui, je sais, j'oublie pas. C'est gentil de me le rappeler, mais je n'oublie pas. On ne sait rien faire et pourtant on donne des conseils aux PDG de multinationales. Observe, dubitatif, un jeune polytechnicien. Les cabinets de conseil embauchent effectivement des jeunes diplômés pour fabriquer des recommandations à l'intention des dirigeants expérimentés. Ce fait ne cesse d'étonner les débutants. Il ne s'explique évidemment pas par l'incompétence des recruteurs, au contraire. Ce montage social apparemment absurde produit en effet des résultats impressionnants du point de vue de la croissance et de la profitabilité des combinés. Ils jouissent aujourd'hui d'une notoriété et d'une réputation de professionnalisme international auprès de leurs clients, qu'ils soient des entreprises, des États, des ONG. Il faut donc prendre au sérieux le fait qu'ils recrutent sciemment des salariés massivement et prioritairement inexpérimentés, Berry en 91, pour réaliser des tâches de calcul et de modélisation sophistiquées. En réalité, il s'avère que le maniement d'abstraction est d'autant plus facile à réaliser qu'il ne fait référence à aucune situation concrète, sensible, connue par l'expérience. Il est plus facile de manier des prix, des coûts de revient, des effectifs, des coûts de dépollution ou des ETP, équivalent temps plein, sans avoir eu l'expérience significative de leur phase concrète. Un consultant expérimenté confirme. C'est sûr que c'est plus facile de faire une mission quand on ne connaît pas les gens et leur boulot. C'est plus rationnel, on va beaucoup plus vite. Aussi, la méconnaissance des enjeux psychiques, sociaux, anthropologiques de l'emploi, de l'activité des autres, facilite-t-elle la leur? Les planeurs peuvent d'autant plus aisément tenir leur mandat d'optimisation du travail abstrait qu'ils peuvent compter sur leur inexpérience pour ne pas sentir les éventuelles contradictions qui surgiraient à l'articulation de ce raisonnement planificateur de l'activité concrète. Loin d'être un problème, l'inexpérience s'avère donc être au contraire une expérience utile. Ouais, j'ai l'accident, c'est un peu la merde. C'est un petit peu la merde. J'espère que ça va aller et que c'est effectivement pas trop non plus des gens que je connais. C'est très triste parce que c'est quand même des gens qui sont morts, mais si c'est des gens en plus que je peux avoir connus, ça me rendrait d'autant plus triste. Voilà, pour être tout à fait franc. Mais bon. Du coup, je trouve ça super intéressant. On va couper la VOD sur ça, mais je trouve ça super intéressant justement de revenir sur le fait qu'en fait, on fait exprès d'avoir des personnes qui sont inexpérimentées parce que justement, ils sont détachés de l'humain, ils sont détachés de l'expérience et que du coup, ils vont être d'autant plus à même de pouvoir faire des recommandations si froides, si calculatrices, si quantitatives et du coup éloignées du réel. C'est assez intéressant. Pour le coup, c'est assez intéressant. On va s'arrêter là pour cette fois-ci, petite fougère de YouTube. Je te dis à très bientôt pour la suite et puis des bisous.